Avant de commencer, il faut savoir déjà que c'est un secteur qui est très saturé. Il y en a des milliers. Il suffit d'une recherche Google pour voir qu'il y a des milliers de personnes dans ce secteur-là. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer? C'est parce que j'ai vu des failles dans tous mes concurrents. Donc j'ai fait une liste des top 10 de mes concurrents en termes de techniciens de surface ici au DMV. Donc j'ai commencé ici au DMV. J'ai vu mes 10 concurrents les plus phares. Donc qu'est-ce qu'ils font? J'ai consulté tout leur site web. J'ai vu un peu comment ils gèrent leur présence en ligne. J'ai vu certaines failles. Dans l'exécution même de leur service, j'ai vu certaines failles. Et je me suis dit, ok, c'est vrai que le marché est saturé, mais moi, je vais apporter une valeur ajoutée de ce qu'ils ne font pas. Et ce que j'ai identifié qu'ils ne faisaient pas, c'était le digital. Donc c'est vrai, quand on parle de technicien de surface, donc il y a le nettoyage, il y a tout ce qui est handyman. Donc mon entreprise regroupe tous ces services-là. Et pour les autres entreprises, ils n'avaient pas vraiment le volet digital qui était fort. Donc une bonne présence en ligne, un bon marketing et puis une qualité de service après-vente. Donc je me suis dit, lorsque je vais créer ma société à moi, ce que je vais faire de différent, c'est d'avoir un site web qui est top, vu que c'est mon domaine. Donc j'ai créé moi-même mon propre site, qui était de sorte que tous les clients devaient passer par mon site pour prendre des rendez-vous. Et j'ai rendu le processus vraiment simple. Donc première étape. Et tout ça, tous ces changements-là ont été faits grâce à mon étude de mes concurrents. Donc c'est pour dire au fait qu'il n'y a pas de marché ou il n'y a pas de domaine qui est saturé, comme parfois on l'entend dire. Ah, il y a trop de gens sur ce domaine-là, il faut faire autre chose. Si vous identifiez une valeur que vous pouvez ajouter, je dirais allez-y. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qu'on ne regarde pas, on se dit, oh, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais c'est un secteur qui génère énormément de revenus de façon globale. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer certains domaines dans votre choix de création d'entreprise. Deuxième chose, c'est le business plan. C'est vrai qu'on parle de business plan, on a l'impression que c'est un document compliqué, qui est long à faire, mais encore une fois, c'est d'écrire le plan sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Première année, peut-être que je veux faire connaître ma marque, je ne vais pas trop me concentrer sur les revenus. Deuxième année, doubler ma clientèle. Troisième année, agrandir mon marché. Donc c'est des choses qu'on peut écrire dans son business plan qui n'ont pas besoin d'être forcément compliquées. Donc le business plan, il est important, surtout quand vous allez aller chercher du financement ou postuler pour des grants. Ils vont vous demander votre business plan. Donc ce n'est pas une étape à éviter. Troisième étape, donc je vais commencer à aller très vite, il me reste quelques secondes, c'est de développer maintenant son service. Donc qu'est-ce que je vais offrir comme service ou comme produit? Donc prendre le temps de bien étoffer ses offres, bien étudier ses offres, étudier sa cible, parce que tous les services ne sont pas destinés à tous. Déjà, en termes de prix, étudier le prix, voir, ok, en fonction de ma cible, est-ce qu'ils vont pouvoir payer ces prix-là? Donc, lorsque moi j'ai commencé, je me suis focus sur une clientèle de luxe. Je me suis dit, je vais aller après ces clients-là parce qu'ils pourront payer mes prix en fonction du type de service que je suis en train d'offrir, qui a une certaine qualité, donc je vais fixer mon prix haut. Et puis target les personnes qui peuvent payer ces prix-là. Donc bon, je pense que j'ai atteint ma limite de temps. Et je vais passer la parole à mes collègues. Merci infiniment de respecter le temps. Merci. Allez-y, monsieur Kono. La question encore. Elle a tellement bien dit et tout dit. Madame Assi a tellement bien dit et tout dit. Alors il est question de parler un peu des étapes pour réussir la création d'une entreprise, en résumé. Ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis. Allô? Allô? Comment entreprendre aux États-Unis, c'est ça? C'est très facile, c'est facile même par rapport. Moi, je suis venu de l'Allemagne et j'étais incorporé là-bas comme une entreprise et c'était tellement difficile. C'était tellement rigide, tellement difficile, il fallait tellement de papiers. Et lorsque je suis venu aux États-Unis pour incorporer, j'avais les mêmes appréhensions, mais ça s'est fait en l'espace de 5 minutes. Pratiquement 5 minutes, ils ont un site web
Et vous pouvez aller, comme on décrivait pour la CPC, quel est le genre d'entreprise que vous voulez créer et dans quel domaine, etc. Et vous envoyez à moins de $100, vous avez une entreprise. Je crois que la plupart des gens le savent, que vous ayez une activité ou pas d'activité, certains États vont vous demander de payer $300 par an pour maintenir seulement l'accord de l'entreprise. Donc c'est très facile. Mais comme Mme Assi le disait, il faut créer une entreprise. Il faut avoir un but. Et le mien, personnellement, il n'était pas très clair, il n'était pas très précis au départ. C'est totalement par coïncidence que j'ai rencontré un compatriote. Mon métier étant la fiscalité internationale, j'étais versé dans la fiscalité de 130 pays du monde. Et ça, c'était mon b.a.-ba, c'est comment acheter une machine par une entreprise. Vous créez une entreprise et vous voyez en Côte d'Ivoire quelles sont les opportunités, les incentives qui sont là-bas. Peut-être qu'il faut faire son système logistique là-bas, son système financier en Angleterre, c'est mieux, en Irlande ou bien en Hollande, parce que les traités c'est des thèmes comme ça que je débattais à longueur de journée. Et quand quelqu'un vient me dire qu'on a du cachou, on veut le vendre, on n'arrive pas à le vendre. Mais ça, c'est totalement trivial. Cachou. Mais ça doit être très simple, ça. Et j'ai essayé de m'y mettre. Et j'ai découvert aux États-Unis, je me suis renseigné d'abord, l'étude du marché, et ça a prouvé très rapidement qu'on ne pouvait pas savoir à quel prix le cachou était vendu. Parce qu'il y avait différents prix sur Internet, naturellement. Ça allait de $2 à $70 pour un pound de cachou. Maintenant, il faut déterminer son prix et comment le faire venir. Et j'ai fait la recherche, j'ai ratissé, et je suis arrivé aux entreprises, même qui achètent du cachou. Et je me suis fait dire, non, on n'achète pas du cachou. D'où vient votre cachou? De l'Afrique, de Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest? Non, on n'achète pas de cachou de l'Afrique. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ou bien, soit vous ne connaissez pas le cachou, soit le cachou vient en grande partie de l'Afrique, je ne comprends pas pourquoi vous n'en prenez pas. Je dis non, on n'en prend pas parce que les conditions d'hygiène ne sont pas, on nous dit que les conditions d'hygiène n'y sont pas. Ok. Donc, comment il faut faire pour que on puisse changer ça? J'ai vu qu'il fallait changer notre pays, notre façon de produire, et c'est-à-dire qu'il y avait une difficulté qu'on ne pouvait pas surmonter. J'ai dit ok, si c'est pas à surmonter, c'est que ça me plaît, parce que moi j'aime les challenges. Donc je me suis mis à disséquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire. Étant du domaine de conseil, habituellement avec la fiscalité internationale, donc j'ai développé en un premier temps, oublié même mon but de vendre du cachou, développer d'abord un système de conseil de comment accéder au marché américain avec les normes qu'il faut. Et donc aider à respecter ces normes-là. Et une fois que ça s'était fait, parce que ça s'est fait naturellement avec les Américains, et maintenant leur offrir nos cachous. Et ça, c'était la première des choses. Il y a différents niveaux de vente. Le premier anecdote, c'était que j'avais une seule entreprise qui avait du cachou. Donc, il n'y en avait pas suffisamment de cajou. Quand j'ai vendu le premier conteneur, il fallait attendre 3 mois pour le deuxième conteneur. Qu'est-ce que je fais en temps? Je ne peux pas vivre de temps en temps. Donc, il fallait créer encore, élargir sa palette de possibilités, diversifier les produits. Et ainsi est née la compagnie donc, du gros. Je suis maintenant venu au détail. La compagnie Faso Food, qui veut dire... Faso, mon idée, mon intention était de créer une entreprise qui vient du terroir, les produits du terroir, les produits de chez nous, et étant malinqué de Djéné, et ça m'est venu intuitivement les produits de mon Faso, de chez moi. Bon, il y a eu des controverses assez souvent sur l'origine de ce nom-là, mais c'était l'idée. Ok. Et ainsi, on est allé au détail pour accéder aux surfaces les retail stores, comme on dit. Les retail stores, comment on dit ça? Les boutiques détaillantes.
donc qui me demandaient, mais monsieur Kone, vous avez seulement 2 produits. Donc il fallait élargir. Eux, ils n'achètent pas un seul produit. Il faut maintenant une palette d'au moins 10 produits pour que vous puissiez faire, travailler avec eux pratiquement. Donc ça a amené à Fast Food à avoir une ligne de près de 150 produits aujourd'hui qui sont diffusés. Je vais passer la parole et puis attendre. On aura l'occasion de revenir sur ce point avec la deuxième question. Merci infiniment. Monsieur Kone, allez-y, monsieur Diom. Bonjour à tout le monde. Bon, la question, si je comprends bien, c'est comment créer une entreprise aux États-Unis. Oui, comment partir de l'idée à la conception, à la création. Je vais partager mon expérience personnelle, je vais le faire en 3 minutes. Donc, je viens de la Côte d'Ivoire, à l'âge de 18 ans, comme la plupart des jeunes Ivoiriens qui arrivent ici pour étudier. Je rentre à l'université de Maryland. Pendant que j'étais là-bas, j'ai pu avoir un boulot à la banque comme bank teller. Ok, je ne sais pas si... Hello. Désolé, je ne m'entendais pas. M'entendez maintenant? Ok, désolé. Donc je vais partager mon expérience personnelle. Comment je suis parti de l'idée où je suis aujourd'hui. Donc j'arrive de la Côte d'Ivoire à l'âge de 18 ans, comme tout le monde après le bac, je vais à l'université. Pendant que j'étais à l'université, je fais des études de business. Et j'avais toujours pensé à être propriétaire de quelque chose. Sans vous mentir, j'avais toujours cette idée-là, mais je ne savais pas quoi. Donc je vais à l'école et je rentre à la banque. J'ai fait 10 ans à la banque et ce que la banque m'a permis de faire, m'a donné une formation très rigoureuse qui m'a permis la formation de base en termes de vente, marketing, management et ce genre de choses-là. Donc après 10 ans à la banque, après 10 ans à la banque, je pensais à, ok, je me suis dit, bon, je ne peux pas évoluer, je sais que je ne peux pas être propriétaire de banque. Right? Je ne suis pas milliardaire, je ne peux pas être propriétaire de banque. Il fallait que je trouve quelque chose d'autre à faire où je pourrais transférer mes skills, où je pourrais transférer tout ce que j'ai appris à la banque et pouvoir l'appliquer, pouvoir construire quelque chose de moi-même. Après avoir fait une étude de marché, je me suis rendu compte que peut-être l'assurance, il y avait d'autres choses qui m'étaient venues en tête, ouvrir un restaurant, l'assurance et d'autres franchises. En tout cas, j'avais fait une étude pendant 1 an. Et je m'étais rendu compte que dans le domaine d'assurance, il n'y avait pas beaucoup de francophones. C'était un domaine un peu, il y a des Africains, il y a des Nigérians, il y a beaucoup d'anglophones, il n'y a pas beaucoup de francophones. Et j'ai décidé de faire des recherches, j'ai approché certaines maisons d'assurance, Allstate, State Farm, d'autres compagnies, et à State Farm, il n'y avait pas d'Ivoiriens. Je me suis dit, il n'y a pas d'Ivoiriens, c'est une opportunité pour moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire un business plan, je me lance dans l'assurance. Commencer à faire le papier d'entreprise, c'est pas compliqué. La difficulté pour moi, c'est entre les 3 premières années et les 5 premières années. Beaucoup de gens oublient que pour entreprendre, ça vient avec des risques. Et une des choses que je ne savais pas, c'est que mon business plan m'avait donné certains risques que j'avais déjà anticipés, mais certains risques que je n'avais pas vus. L'un des grands risques, c'est par exemple manager le capital humain, l'argent, comment établir les lignes de crédit. Je ne m'étais pas rendu compte que, ayant donné que j'avais travaillé à la banque, un business a besoin aussi d'avoir un crédit. Ça, c'est un challenge que j'ai eu à dealer avec. Comment le marketing, j'avais fait un plan sur le marketing qui était totalement différent quand j'arrivais, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est un challenge que j'ai eu aussi, la technologie. Aujourd'hui, le marketing se fait différemment. À l'époque, le marketing s'est fait à travers le Yellow Page. Aujourd'hui, tout se fait à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc, il fallait comprendre comment faire le marketing à ce niveau-là. Donc, il y a eu d'autres challenges qui sont pointés à moi, qui ne faisaient pas partie de mon business plan. Cependant, c'est très important d'avoir un business plan. Parce que sur la feuille de route, sans business plan, on ne sait pas où on arrive. Quoi d'autre j'ai eu à dire avec donc après avoir passé la 5e année, parce que beaucoup d'entreprises, que beaucoup de savants aussi, les 2 premières années, au moins 20 à 30% des entreprises font faillite de 2 à 3e année. Après 5 ans, à peu près 50% des entreprises font faillite. Une des raisons majeures des faillites qui arrivent le plus souvent, c'est le manque de capitaux ou mismanagement. Parce que les gens se disent aussi que quand on a une entreprise, chaque année, ça grandit. Ce n'est pas forcément le cas. La première année, les chiffres peuvent monter, la deuxième année, les chiffres peuvent baisser. Et c'est de s'adapter aux aléas du marché. Une des choses qui nous a surpris ces 3 années, c'était Covid. Quel que soit votre business plan, Covid ne faisait pas partie de ce plan-là. Donc, il fallait s'adapter, être nimble, être flexible. Je sais qu'on a d'autres questions. Ouais.
absolument. Et on aura l'occasion de revenir sur vos défis avec la deuxième question. Merci. Donc moi, je dirais déjà, je vais essayer de donner une notion générale déjà de comment commencer en fait aux États-Unis, parce qu'on parle de la confrontation de l'idée. Nous sommes là, nous avons une idée, je vais créer quelque chose, mais est-ce que l'idée a une valeur? Donc il faut la confronter. Il faut identifier le potentiel client, identifier le potentiel client, faire des recherches, l'étude du marché, c'est ça, feasibility analysis. En combien de temps je peux avoir au moins break-even, parce que commencer une entreprise, c'est investir. Donc, quand on part, on dit j'ai une idée. Moi, personnellement, mon idée m'est venue quand j'étais en train de faire mon doctorat en engineering management. J'étais programme manager en data science ici à DC. On a une réunion happy hour avec des investisseurs qui me disent mais nous ne comprenons pas. On part en Afrique, on investit des millions, mais on ne voit pas vraiment le retour. On n'arrive pas à comprendre comment on peut voir l'impact que nous avons réellement sur ces habitants. Parce que c'est des donations que nous faisons et c'est des millions, mais on ne voit rien. Donc, j'étais en knowledge management. Mon expertise, c'est knowledge management. Donc, je lui dis, mais attends, on n'a pas d'entreprise en fait qui peut accompagner tous ces donneurs, toutes ces compagnies américaines à avoir la plus-value de ce qu'ils font. Je présente, je dis, il faut que quelqu'un ait le meilleur moyen en fait de pouvoir avoir accès aux données en Afrique. Déjà, il y avait l'opportunité qui se présentait parce que le taux de pénétration mobile en Afrique, c'était plus de 90%. Et là, je dis, mais tout le monde a un téléphone. Et les smartphones, c'était à plus de 50% l'utilisation d'Internet. Donc, je dis, mais est-ce que je dois identifier qui sera en fait ma source? Parce que les clients, il y a différentes catégories de clients. Il y a des clients qui sont ceux qui nous donneront l'argent, ceux qui nous permettront d'avoir l'argent, ceux qui viendront en fait contester nos produits et tout. Donc il faut prendre tout cela en compte quand on fait une analyse de marché. Donc je pars, je dis quelle est la meilleure phase ici pour pénétrer le marché? J'ai déjà identifié mes premiers clients qui sont ces investisseurs qui veulent donner, mais qui veulent en retour voir comment c'est impacté. Quel est le secteur le plus facile en fait de pénétration? C'était la santé. Donc je décide de créer en fait une plateforme de santé qui était un écosystème en entier basé sur knowledge management. Et au passage, je pense que nous étions la première application au monde qui prenait la traçabilité pour réellement contenir la COVID. Nous avons reçu des prix avec National Science Foundation ici. Ils voulaient utiliser pour les États-Unis, on a refusé, on voulait que ce soit pour la Côte d'Ivoire. Mais quand je parle sur ce domaine de la santé, immédiatement, ces investisseurs dont je parle, je dis, si vous voulez investir dans la santé maintenant, nous pouvons lancer vos campagnes. Vos campagnes de vaccination, si vous avez $1 million à donner, voilà, l'application Apollo, voilà comment elle est créée, permet d'identifier à toutes les personnes qui recevront la vaccination. Nous pourrons les cartographier et si nous partons l'année suivante, on pourra immédiatement savoir comment ces personnes-là sont en vie et quel est l'impact réel en fait. Donc c'est là que je crée quand je parle devant les investisseurs, ils disent mais waouh, c'est super. Ça, c'était le côté ideation, j'ai confirmé, j'ai tout. Mais comment maintenant passer et me structurer? Je pars en ligne. Il y a un truc qu'on appelle EIN number, qui est en fait l'identification de toute l'entreprise ici. C'est tellement facile, chaque étape, partez en ligne, créer, comme M. Le a dit, c'est juste 5 minutes. Vous avez une entreprise et vous devez aller en fonction de votre état, vous concentrer sur le business license. L'état, vous achetez qui est $50 à $200 par an. Et c'est comme ça, quand je crée l'entreprise, il faut penser au niveau, quels sont mes partenaires, quelles sont les potentialités. Et je me retourne immédiatement vers ces premiers clients identifiés. Je leur dis, voilà, je suis prêt, j'ai l'entreprise, l'idée est propre. Et là maintenant, moi, je passe au développement.